Eh bien, salut tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où on enchaîne du coup sur les collections dans l'apprentissage du C#. Alors, on va commencer par une définition. Lorsque en C# on va souhaiter gérer un ensemble de données et d'objets, ou bien de type primitif, comme les chaînes de caractères ou les entiers, on peut procéder du coup de deux manières. Soit on va regrouper nos objets en créant un ou plusieurs tableaux, soit on va créer des collections d'objets. Donc c'est ce qui va nous intéresser dans ce chapitre. Alors la première solution, les tableaux, ils vont être utiles lorsque l'on va utiliser un nombre fixe d'objets, lorsqu'on connaît le nombre d'objets utilisés dès le début. Puisqu'un tableau, on va pas pouvoir le redimensionner de manière correcte, surtout en utilisant la mémoire du PC. Si on veut redimensionner un tableau, en fait, on va recréer une référence à celui-ci, en faire une copie, donc ça va vraiment pas être optimal du tout. C'est pour ça qu'on a les collections. Elles offrent un moyen beaucoup plus souple de travailler, puisque contrairement au tableau, on va pouvoir augmenter et diminuer la taille d'une collection comme bon nous semble à n'importe quel moment de notre application. Dans une collection, du coup, on peut augmenter la taille grâce à une simple méthode, puisqu'une collection est une classe. Donc pour utiliser une collection, il faut instancier une instance de cette classe, puis on a la possibilité du coup d'utiliser toutes les méthodes que l'on nous propose. On a des collections qui nous permettent d'attribuer une clé unique à un objet. Ensuite, du coup, on peut retrouver cet objet grâce à cette clé, donc ça peut s'avérer très très utile. Donc sans plus attendre, on va passer au code et à quelques exemples pour que vous voyez comment on peut utiliser les différents types de collections qui existent avec le langage C#. Je suis donc sur Visual Studio, j'ai créé un projet de type application console. Pour ceux qui veulent suivre le tuto et code en même temps, forcément, il vous faudra la même chose avec votre IDE préférée, hein, que ce soit Visual Studio Code ou Visual Studio 2019 par exemple, il n'y a pas de souci, c'est une application console basique. Et donc, on va s'intéresser directement aux collections, forcément. Comment créer une collection dans notre programme? Déjà, il va falloir utiliser l'espace de nom qu'il nous faut, c'est-à-dire système.collection. Donc, tout en haut de mon programme, je vais écrire using system.collection avec un S. Et là, j'ai donc accès aux collections. Je vais créer du coup une nouvelle collection. Alors, j'utilise le mot-clé var. Je vais appeler ma collection euh, ma collection. Et je dois du coup instancier un objet de type collection, puisqu'une collection en C# c'est une classe. Ma collection égale new, pardon. Et ici, dans cet espace de nom, on a accès à ArrayList. Donc là, on va être sur une collection basique, hein. New ArrayList. Hop là. Alors on a plusieurs moyens d'instancier une ArrayList, comme on le voit ici. On peut directement définir la capacité de notre liste, ou bien lui définir une autre collection dans son constructeur pour créer une copie directe d'une autre collection. Si jamais on fait ceci, que l'on va écrire, afficher à la console, console.writeline, ma collection, .count, on va lancer le programme. Alors, 0. Si jamais je veux directement déclarer la capacité de ma collection, count signifie toujours qu'il y a 0 élément, c'est normal, get the number of element. Par contre, on a aussi, pardon, capacity, et forcément ici, la capacité va être de 10. Si l'on supprime du coup le 10 du constructeur, la capacité au départ est de 0. Si on utilise notre objet ma collection, point, pour utiliser ces méthodes, on a la possibilité du coup d'ajouter des éléments, add et add range. Alors la méthode add permet d'ajouter un objet, alors n'importe quel type d'objet. Je peux ajouter hello world. Je vais du coup lancer le programme. Et ma collection pour capacité est passée à 4. Alors en fait, lorsqu'on ajoute un premier élément, la capacité va passer à 4. Et une fois le cinquième élément ajouté, elle va passer à 8. En fait, elle va doubler à chaque fois. C'est-à-dire que là, si on ajoute 2, 3, 4 éléments,
on va regarder la capacité, 4. J'ajoute le cinquième. La capacité passe à 8. Donc si je copie ces lignes-là, hop, je passe à 10. La capacité va passer à 16, et ainsi de suite. La capacité ne fait que doubler sans cesse. Alors, dans une collection de ce type-là, de type ArrayList, on peut ajouter n'importe quel, je dis bien n'importe quel type d'objet. Donc là, je peux pouvoir ajouter un nombre. Alors, Microsoft déconseille d'utiliser ce type de liste, puisque elle n'est pas performante du tout. En fait, elle a été inventée, enfin, elle a été ajoutée dans les premières versions du langage C#, sauf que depuis, on a un nouvel espace de nom avec des nouvelles classes qui permettent de faire beaucoup mieux en termes de performance. Donc voilà, c'était vraiment pour vous montrer que les array lists existent. Et donc, si on veut afficher tous les éléments d'une liste, on peut utiliser un for each, item in ma collection, console.writeLine, item. Et je lance le programme. 4, hello world. 1, alors 4 c'est la capacité, hello world, et puis 1. Donc, ce que l'on va faire, c'est que l'on va aussi afficher la propriété count, et on va faire ça bien. Alors, hop, je vais copier ça, $, je mets des cotes, et je vais pouvoir du coup avec les accolades afficher une variable. Count, 2 points. Voilà, on va faire ça comme ça. Et de même pour la capacité, comme ça on aura un beau programme test pour nos collections, tous les types de collections C#. Et du coup, vous pourrez récupérer le code source de ce projet directement dans la description de la vidéo sur GitHub si vous le voulez. On va écrire nos titres, aussi pour outline ArrayList. Voilà, comme ça on va savoir où on se situe. Pourquoi pas. Hop. Une fois que tout est fait, ici. Oui, on va mettre en ArrayList. Début ArrayList, pourquoi pas. On va regarder ce que ça donne. Normalement, ça rend pas trop mal. Début ArrayList. ArrayList, ok. On va même mettre un espace. Voilà. On va pouvoir faire des régions. CTRL-KS. Région. ArrayList. Et donc maintenant, on va passer à un autre type de collection. L'autre type de collection, ça va être les hashtables. Donc une hashtable, c'est en fait une liste de paires clés-valeurs qui va nous permettre d'organiser du coup eh bien, nos objets grâce à une clé. On a un exemple très simple qui permet, par exemple, la fonctionnalité ouvrir avec un programme. Donc on va faire directement. Alors de même, hashtable provient du nom système.collection. Et on verra qu'il existe système.collection.générique. Et en fait, il va falloir privilégier le deuxième espace de nom, puisque Microsoft le recommande pour des raisons de performance toujours. Donc hashtable, on va instancier un nouvel objet. Hashtable égale new hashtable, alors je vais peut-être encore un petit peu plus pour vos beaux yeux. Et donc on va l'appeler ouvrir avec. Voilà. Alors je vais utiliser le mot-clé var pour que le code soit plus court. Et donc, dans cette liste, on va pouvoir, dans cette collection, utiliser la méthode add. Et vous voyez, on nous demande une clé et une value. On va par exemple utiliser la clé txt, donc qui est une extension de nom de fichier, les fichiers .txt, et on peut l'ouvrir avec, par exemple, le fichier, l'application notepad.x. On va faire un deuxième exemple. Si on a un fichier, je sais pas, JPEG, donc une photo, une image, on va pouvoir l'ouvrir avec Photoshop. Donc, hop là, on a des exceptions qui seront déclenchées si on essaye d'ajouter par exemple une deuxième clé, enfin la même clé,
Ouvrir avec, si on veut ouvrir avec Word et qu'on ajoute cette clé, voilà, on a un problème. Item, l'item existe déjà, donc la clé est déjà présente. Donc si on veut modifier notre clé existante, on va, alors d'ailleurs on va englober ceci d'un try catch. Catch. Si jamais il y a une erreur, on va écrire, hop là, un élément avec la clé txt existe déjà. On va lancer le programme. On a bien l'erreur. Donc, on va utiliser notre collection, ouvrir avec. On va utiliser les crochets. Et grâce au crochet, on peut accéder à une clé. J'accède à ma clé txt. Et je vais utiliser égal word.exe. On va afficher console.writeline, ouvrir avec, de txt. Et ça va nous retourner en fait la valeur qui correspond à la clé. Word.exe. Alors de même, on va utiliser les dollars comme ceci. Txt, deux points. Hop, ouvrir avec. Si on lance le programme, c'est parfait. On a donc la possibilité de retirer un élément aussi. Ouvrir avec .remove. Et on doit spécifier la clé que l'on doit retirer. Si je veux retirer JPEG, je le retire. Alors, en spécifiant une chaîne de caractères. Alors les clés peuvent très bien être une chaîne de caractères ou bien des nombres selon le besoin. Ça, il n'y a pas de problème. Je vais pouvoir entourer du coup d'une région mon bloc hashtable. Hashtable comme ceci. Et je vais copier ça juste ici. Non, hashtable. Hashtable, hop. Et du coup, on va passer à quelque chose de nouveau. Alors, les queues. La classe queue. La classe queue qui est du coup une liste qui représente une liste de type FIFO. C'est-à-dire, donc si je mets entre parenthèses, FIFO. First in, first out. C'est-à-dire que quand on va ajouter un élément, l'élément qui est ajouté en premier sera celui qui lorsque l'on appellera la méthode, une méthode pour retirer un élément, ce sera le premier élément qui est ajouté qui sera supprimé de notre liste. Alors, rien devant l'exemple pour vous montrer. Ma queue, my queue égale new queue. Alors pareil, on a évidemment un constructeur, alors je ne vais pas présenter pour HTable, c'est vrai, mais un constructeur qui accepte plusieurs paramètres. Capacity, gros factor, alors pour le coup, gros factor si l'on va regarder, quel est ce paramètre? Ouais, c'est ça. C'est donc le nom qui va définir comment la capacité doit être augmentée, si elle le doit. Ok. Donc dans cette queue, on peut utiliser la méthode dqueue et unqueue. Unqueue, c'est donc ajouter un objet. En fait, quand on ajoute un objet, on l'ajoute à la fin de la queue. Ça, c'est pas compliqué. Je vais ajouter... bah tiens. Je vais ajouter 1. On va ajouter 1, 2, 3. On va du coup afficher nos éléments. In my queue. For each var item in my queue, j'utilise console.writeline, item. On va regarder. 1, 2, 3. Jusque là, tout va bien. Si, juste avant, ou juste après, on va faire plutôt, hop, entre deux, my queue. Point DQ. Alors, cette méthode ne prend pas de paramètres puisque c'est le but du coup du FIFO, c'est que l'algorithme soit respecté. Donc on nous dit que ça retire et retourne l'objet au début de la queue. Donc déjà, on le DQ, on va afficher. Alors, on va même plutôt, hop,
on va utiliser DQ. Hop, on va mettre ceci pour avoir un affichage correct. Ok, donc là on a notre liste qui s'affiche ici, 1, 2, 3. Là on utilise la méthode DQ, et il ne nous reste plus que l'élément 2 et 3, puisque first in, first out. C'est bien correct. Et si j'utilise, ici on voit que ça retourne un objet, var item égale, item on l'a déjà utilisé, donc on va plutôt utiliser euh, my object, console.writeLine. Alors, dollar égale objet retiré, deux points, my object. Et si je regarde, objet retiré, 1, on a bien l'élément qui a été retiré, du coup il est retourné par cette méthode. Il va nous rester un dernier objet à avoir, une dernière classe à avoir dans l'espace de nom système.collection. Ça va être une pile, donc un stack. Alors je vais d'abord entourer de région ma queue, entre parenthèses FIFO, et du coup on va utiliser un nouvel élément, une stack. Alors la classe stack, STACK, cette fois-ci elle est de type LIFO. Last in, first out, c'est tout simplement le contraire d'une queue. Du coup, on va créer un stack égale new stack. On a pareil, si on fait un contrôle-clic, la possibilité d'utiliser une collection et d'en faire une copie, la possibilité de définir la capacité initiale de notre pile de données. Donc on va ajouter des éléments dans notre pile, stack.push, un objet. On va ajouter deux mêmes, 1, 2, 3, on va pas être très original ici. 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'on nous dit? Insère un objet au tout début de la pile. D'accord? For each var item in stack, console.writeLine stack, item, pardon. Tac, on va mettre directement la fin ici. Donc, qu'est-ce qui se passe? Début stack, 3, 2, 1. Vous voyez, c'est tout à fait le contraire. Alors, j'ai dû oublier... ouais. De mettre fin Q. Juste ici. Super. Hop. Et là, on va mettre un espace. Juste ici. Ok. Donc voilà, on ajoute l'élément chaque fois au-dessus de la pile. Et si jamais, donc on va utiliser un WriteLine, on va utiliser pop for each var item stack, hop. Ensuite, on utilise notre objet stack et on a la méthode pop, remove and return the object at the top of the stack. Donc on retire l'objet au-dessus, puisque last in, first out. Ok, j'avais fait comment? Dans les queues, on avait mis des petits espaces. Hop. Pareil, on peut utiliser ici my object, puisqu'on l'utilise en haut, égale stack.pop. Console.writeLine, dollar pop, deux points, my object. Qu'est-ce que j'ai mis? Pop, oui, objet retiré, comme on a fait. Ok. Donc là, vous voyez, quand on utilise notre DQ, on retire l'objet 1. Ici, on retire l'objet 3, il nous reste 2, 1. Et la liste est à l'envers, c'est exactement le contraire exact d'une queue en fait. Donc on va pouvoir clôturer le stack en mettant notre région, stack, entre parenthèses IFO, et on va passer aux listes, aux collections qui sont recommandées par Microsoft, une bonne fois pour toutes.
On va utiliser du coup l'espace de nom système.collection.générique. Alors, on va utiliser du coup des types génériques. Alors là, c'est une notion très importante à connaître, puisque la généricité, ça va nous permettre d'utiliser un type, n'importe quel type, du coup, dans une liste. Alors, pour me faire comprendre, on va créer une liste, et non pas une array list, var list égale new list. Alors, on peut pas créer une liste comme ça, avec une parenthèse. On voit bien un petit T ici qui nous dit qu'il se passe quelque chose là. En fait, le T, ça veut dire qu'il nous faut un type. Donc on utilise les chevrons, et ici on doit définir un type. Ce qui va nous permettre de contrôler les types d'éléments qui rentrent dans notre liste, qui peuvent rentrer dans notre liste. Si je veux une liste qui comporte que des nombres, je vais utiliser liste de int. Si je veux une liste qui ne comporte que des chaînes de caractères, je vais utiliser string. On peut utiliser des objets. On peut utiliser des objets du coup et des classes qui utilisent l'héritage. Alors, on va faire ceci. Si j'utilise si je crée, alors, on va créer nos classes ici dans ce fichier. Classe A. Hop. Classe B. Notre classe B, on va dire qu'elle hérite de A. Si je veux une liste de A, de notre classe A, je vais du coup utiliser, var A égale new A. Var B égale new B. Dans ma liste, j'ajoute, donc grâce à la méthode add, A. Et dans ma liste, j'ajoute B. Pourquoi ça fonctionne? Puisqu'on a appliqué l'héritage. Si jamais je retire le concept d'héritage ici, je ne peux pas ajouter B, puisque forcément B n'est pas un enfant de A. Tout simplement. Donc il est privilégié d'utiliser ce type de liste. Alors on a exactement la même chose pour Q. Q et stack. Il nous faut en fait tout simplement modifier. Alors var générique Q égale new Q de string. On utilise les parenthèses, sinon ça ne fonctionnera pas. On a la même chose pour stack. Générique stack égale new stack d'entier par exemple. Et on va avoir pour les hash tables un dictionnaire. Donc var mondico égale new dictionary. Donc un dictionnaire, il va pouvoir prendre il prend deux paramètres entre les chevrons. Le type de la clé et le type de la valeur. Donc si jamais la clé est un identifiant qui provient par exemple d'une base de données, ça pourrait être un entier pour la clé primaire, et comme valeur, eh bien, une chaîne de caractères, ou bien carrément un objet, ce qui serait plus logique. Et donc dans mon dico, si je veux ajouter une valeur, on nous dit bien que la clé est un entier, et notre valeur est une chaîne de caractères. 1, 1. Donc ça nous permet vraiment de faire les choses de manière plus sécure, on va dire. Et au niveau des performances, les collections génériques sont privilégiées, bien entendu. Et donc je vous laisserai découvrir, mais de nombreuses méthodes sont disponibles pour les dictionnaires ou pour les listes, notamment list.sort par exemple. On a aussi, par rapport à ma précédente vidéo, l'utilisation de link, qui est un langage hop, au sein du C#, comme un langage, le langage SQL, quasiment. On a la possibilité d'utiliser de nombreuses choses, donc list, point, et là, voilà, les méthodes d'extension sont ici, du link, énormément de méthodes. Donc si vous ne connaissez pas le système .link, vous pouvez regarder ma vidéo sur ceci, et vous renseigner du coup. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, vous pouvez lâcher un commentaire, et commenter aussi si vous avez des questions, bien entendu. Vous pouvez me rejoindre sur Twitter, le Twitter est dans ma description, @pantiminax.
et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.